Jean Guillard. Donc Jean, il est ingénieur de recherche à INRAE, et puis Jean, il est aussi copilote avec moi de ce pôle depuis 2019. Ça je ne sais pas. Ouais. Je te laisse la parole. Le temps passe tellement vite avec toi, Jean-Marc. Donc, merci de cette introduction. Donc, on est vraiment sur la continuité de ce qui vient d'être présenté. Par rapport à ce qu'a présenté Thierry, on est aussi dans ce qu'on appelle le remote sensing, hein, c'est-à-dire des données acquises à distance. Alors là, on va être dans l'eau, on n'est plus dans l'air. Et puis, par rapport à ce qu'a présenté Isabelle, on est aussi vraiment dans la continuité, donc sur les communautés de poissons, comment on arrive à les quantifier, à les estimer, avec effectivement des méthodes qui sont dites non intrusives. Donc Jean-Marc a dit qu'on avait développé ces méthodes. Je dirais que plutôt on a continué à les adapter, à les mettre au point, puisqu'on est quand même sur des méthodes qui sont maintenant un petit peu anciennes. J'ai baissé parce que j'ai pas mal d'animations qui, j'espère, vont marcher. Donc on est là dans une méthode qui est normée, hein, dans le cadre de la DCE. On a quelque chose qui a été normalisé il y a une dizaine d'années maintenant. Moi, je n'avais pas participé d'ailleurs à ces intercalibrations. Donc le gros avantage, c'est qu'on a une large couverture spatiale, on a une cartographie très précise de la répartition des poissons, on a de la comparaison entre écosystèmes, on a aussi accès à la biomasse totale. Et donc vous voyez un écogramme typique sur la droite avec chaque petite cible de couleur représente un poisson. Et puis j'ai représenté la thermocline parce qu'au moment où on fait nos échantillonnages, on a vraiment les communautés de poissons qui sont séparées, ce qui nous permet d'accéder en fait à l'information qui est un peu le biais de ces méthodes-là, qui est vraiment la discrimination spécifique. Et j'ai recité le programme qui va être en route tout à l'heure. Donc c'est normé au niveau européen, hein, CEN, et puis aussi les collègues américains, Jason est dans le coin, il y a aussi quelque chose qui est vraiment standardisé. Alors nous, on a beaucoup travaillé, comme moi j'ai présenté ça un peu sous forme de bilan, on a été dans une première partie vraiment sur des aspects méthodologiques, parce qu'il y avait besoin, par exemple, sur la continuité de la série de données, puisqu'il y a des évolutions technologiques qui sont assez fréquentes. Hein, donc, en quoi, quand on change de modèle, est-ce que les données, on peut toujours les utiliser sur des comparaisons de fréquences au niveau européen? Il y a des gens qui travaillent avec du 120 kHz, d'autres avec du 70, etc. Donc, on a pas mal travaillé sur tous ces aspects méthodaux, avec l'idée que ces approches, hein, qui sont pour la plupart publiées, elles puissent contribuer en fait à l'amélioration de la norme CEN. Et puis on a pas mal aussi été dans la direction de la médiation, hein. Donc ça c'est aussi au cœur des missions de l'OFB, avec des capsules courtes, des BD, et puis des travaux en français un peu global et synthétique en lien avec la DCE. Et puis bien sûr on a utilisé ces résultats dans des projets scientifiques, hein, pour une meilleure compréhension de la dynamique des populations de poissons dans les lacs, donc en particulier les travaux récents sur la dynamique des populations de corygone dans les grands lacs alpins, où on a vraiment intégré ces données d'acoustique dans des modèles. L'avantage, encore une fois, de ce type de données, c'est qu'elles sont indépendantes aussi de la pêche. On peut les acquérir directement et permettre d'avoir une bonne idée en fait des stocks des poissons dans les différents lacs. Et puis aussi dans des modèles sur les réseaux trophiques avec la compréhension de l'impact de ces perchettes dans ces écosystèmes. Alors dans la même idée, vous voyez sur ces graphiques à gauche, on a un proxy en fait de la dynamique de recrutement de ces perches dans nos grands lacs alpins. Et donc ces données en fait elles sont obtenues par acoustique et on essaie de les mettre en relation avec les changements de température et l'évolution des températures. On sait qu'on a des espèces qui sont très dépendantes au moment de la reproduction en fait de la température de déclenchement de la fraie, mais aussi parfois un accident climatique qui peut provoquer des mortalités très importantes au niveau du recrutement. Et grâce en fait à ces données, on arrive à mettre un lien entre un modèle de température, de dynamique d'augmentation de la température et du recrutement. Et puis aussi, ça nous avait servi dans des approches sur la prédation en fait, du silure sur le corygone,
avec Victor Frossard et Chloé Vagnon, on avait montré qu'en fait, il y avait des périodes où ces espèces étaient plus susceptibles d'être prédatées par les cellules. Alors, dans les travaux méthodologiques, on a mis au point un véhicule autonome de surface, hein, qui était mis au point grâce aussi à un partenaire privé qui s'appelle CT2MC et puis différents partenaires financiers. Donc, on a publié la méthode dans un papier, et puis on l'a utilisé récemment dans une approche de l'évaluation en fait, de l'impact de tirs sismiques sur les populations de poissons. Donc, les tirs sismiques qui sont utilisés pour essayer de cartographier les couches profondes, hein, pour faire de la géothermie. Et on a mis en œuvre tout un panel de méthodes, dont l'acoustique, hein, qui nous a permis en fait de voir qu'il y avait toute une partie de la population de poissons qui fuyait la zone. On a fait aussi des choses sur les facteurs de stress en capturant des poissons. Et puis on a vraiment aussi cette approche toujours complémentaire, acoustique et ADN environnemental, plutôt dans les zones littorales, puisque l'acoustique est plutôt dans les zones profondes, où là on a vraiment des signaux concordants entre les deux méthodes qui ont montré que les poissons fuyaient cette zone. Alors le deuxième grand volet en acoustique, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, hein, c'est ce qu'on appelle les caméras acoustiques. Donc vous avez vu l'image à droite, hein, donc on est vraiment sur une image comme une vidéo, mais vraiment basée en fait sur des émissions de son. On est sur des fréquences qui sont beaucoup plus hautes. Au départ, on est plutôt sur des fréquences 70-120 kHz, et là on est à 1,8 MHz. Donc on a vraiment des acquisitions de type haute fréquence, parce qu'on peut faire des acquisitions en continu. Et là aussi, l'amélioration, c'est discrimination spécifique améliorée, puisque vous avez vu, on voit vraiment la forme du poisson, et là on a pu reconnaître un brochet. Par contre, on a aussi quelques inconvénients, un volume échantillonné qui est faible, on ne peut pas beaucoup travailler en mobile, et puis on a un coût qui est important sur ce type de modèle. Donc Isabelle en a parlé tout à l'heure, on a la comparaison entre l'ADN environnemental, le contagieux visuel et la somme des échos, où on voit que sur la description de la phénologie, on a quelque chose qui est très similaire. Alors, il faut toujours faire attention à ces courbes qui ne sont pas tout à fait positionnées de la même manière, parce qu'on n'est pas sur des mêmes échelles temporelles. Hein. Au niveau de l'ADN, on a besoin d'avoir des gens qui vont chercher des échantillons, donc on est plutôt à l'échelle hebdomadaire. Avec la caméra acoustique, le gros avantage, c'est qu'on peut faire des acquisitions en permanence et avoir des proxys en fait, du nombre de poissons à des rythmes très très élevés, à la minute, voire moins. Voilà, donc convergence avec les données ADN, avantage acquisition automatique. On est sur des process aussi d'analyse semi-automatique pour compter les poissons. Et on est aussi dans des travaux qui devraient permettre d'aborder cette dynamique de recrutement avec les modèles thermiques. Alors, un travail un petit peu original qui a été réalisé dans le cadre aussi des travaux du pôle éclat, c'est travailler sur la crevette invasive Hemimisis anomala. Et grâce à la caméra, donc, vous avez l'image à droite, c'est un tube, hein, imaginez un tube dans l'eau, et on voit en fait des points qui sortent de ce tube. Donc, ce sont des crevettes qui ont un comportement un petit peu particulier. Pendant la journée, elles sont cachées en fait contre les prédateurs dans ce tube, et la nuit elles sortent et elles vont revenir. Donc là aussi c'est un travail original qui a été réalisé, puisque c'est des informations qu'on ne peut pas obtenir par d'autres méthodes, hein, grâce en fait à cette capacité d'avoir vraiment des données haute fréquence 24 heures sur 24, et aussi sur plusieurs mois. On montre par ailleurs qu'on a vraiment en fait une diminution aussi du nombre d'individus au bout d'un certain temps. Voilà, alors en termes de bilan, on a vraiment axé toutes ces dernières années sur des aspects de normalisation, hein, comment contribuer en fait à la normalisation, hein, pour bien conforter ces méthodes, le véhicule autonome de surface, et puis l'appropriation d'un nouvel outil qui est la caméra acoustique. Donc je ne vais pas revenir aussi sur les résultats scientifiques, puisqu'il me reste une minute. Par contre, alors dans les perspectives, on a bien sûr ce projet à large échelle, hein, la comparaison de l'ADN environnemental et de l'acoustique, puisqu'on sait que
avec l'acoustique, on va avoir une bonne évaluation de la biomasse, et ce qui permettra vraiment d'avoir quelque chose de comparable avec les filets et l'ADN. Et puis, je pense que le vrai enjeu là, dans les années futures, c'est de travailler avec des outils low cost hein, qui se développent aussi dans ce domaine. Donc un premier volet sur les herbiers avec Vincent Bertrin, mais qui est malheureusement absent aujourd'hui. La méthode, elle est validée. On va développer du low cost derrière pour voir si on a vraiment des données qui sont comparables avec les outils scientifiques. Et puis l'idée aussi, c'est de se tourner vers des analyses en open source pour que ces méthodes elles puissent être déployées à des échelles temporelles, spatiales plus importantes avec des gestionnaires et des bureaux d'études. Puis la caméra acoustique, on est un petit peu dans le même esprit. Alors j'ai dit tout à l'heure que par rapport à la quantification, on avait des choses semi-automatiques qui marchaient relativement bien. Par rapport à la taille des poissons, qui est un vrai plus en fait par rapport aux autres méthodes, hein, l'ADN environnemental va nous permettre de compter les poissons, la caméra acoustique de les compter, mais aussi éventuellement de donner des tailles d'individus, et ce qui en termes de gestion halieutique est aussi une information intéressante, puisqu'on pourrait avoir une idée de la présence des différentes cohortes au moment de la reproduction. Alors on sait que quand on fait une mesure manuellement, on y arrive bien. Par contre, dès qu'on fait des processus un peu semi-automatiques, on a une trop forte variabilité de la détection, on n'y arrive pas. Et donc on est en train de travailler avec Quentin qui est présent ici sur un nouvel outil qui a été développé par des collègues scandinaves qui a l'air d'être beaucoup plus facile à utiliser. Et puis derrière, il y a aussi bien sûr toute l'approche avec l'intelligence artificielle et la collaboration avec des collègues de Rennes. Pour terminer, j'en ai fini, donc c'est aussi des sondeurs low cost qui vont être déployés. Et là, vous avez vu tout à l'heure par rapport à un des inconvénients, c'est effectivement les volumes échantillonnés. Et si on arrive en fait à avoir ces systèmes low cost, on aura des images complémentaires, on pourra augmenter les volumes échantillonnés avec l'idée derrière qu'il va falloir aussi régler, j'allais dire, c'est des problèmes d'archivage, hein, puisque ça donne des flux de données qui sont importants, et puis aussi des analyses sur des solutions open source. Voilà, donc je ne parle pas des bulles de méthane, et voilà, et donc les perspectives, elles sont là, et on s'en en parle.